Alors, nous sommes donc dans le quartier de Seiches-Format-Noir à Pessac, dans la banlieue sud-ouest de Bordeaux, dans une cité qui est assez imposante, 8 tours et 3 séries de bâtiments bas en forme de S, avec ces belles lignes verticales que vous avez vues sur les images, un beau tissu écossais assez emblématique de l'architecte qui a construit cette cité dans les années 60, Jean Dubuisson. L'ensemble a hébergé jusqu'à 4500 habitants, il y en a un peu moins aujourd'hui. Le quartier s'est appauvri et souffre d'une image stigmatisante, on va dire, par rapport au centre-ville, alors que c'est un quartier avec de très grandes qualités. C'est ce que les concepteurs ont souligné: la qualité domestique des appartements, une ligne de tramway qui rejoint Bordeaux, une végétation très abondante et la proximité immédiate du campus universitaire. Alors, Quartier de Demain arrivait là aussi dans le cadre d'un projet urbain qui était déjà en cours, porté par la mairie et le bailleur, avec des démolitions prévues, des rénovations également. Et il était demandé au concepteur de réhabiliter la tour numéro 8, de la transformer complètement, puisqu'il s'agissait d'accueillir des entreprises. Il vous était demandé d'imaginer pouvoir accueillir des entreprises et des logements pour jeunes actifs ou étudiants. L'idée étant de savoir si la reconversion d'une tour de logement social en tour d'activité était possible. Et puis, il était également demandé au concepteur de réfléchir à une coulée verte. Bon, il y a eu beaucoup de débats sur cette coulée verte qui traverserait tout le quartier pour l'ouvrir. Jamel Clouche de l'agence l'AUC, Chloé Valadier de l'agence UR, c'est vous qui parlez en premier, attrapez un micro. Jamel Clouche, l'occasion de cette consultation était de se demander de quoi on hérite quand on hérite d'un grand ensemble. Et pour vous, alors entre autres, mais c'est avant tout d'un patrimoine social. Oui. Non. Non, mais c'est vrai que quand on... Enfin, toute la journée, vous avez parlé de quartier de demain, donc on arrive un peu à la fin. Tout le monde est fatigué. Non, mais c'est vrai que quand on arrive à Pessac, et on est arrivé sur ce site incroyable, on s'est dit que c'était quand même... la force de ce territoire, c'était l'habitat social. C'était sa force. Ça, c'est la première chose. Après, la deuxième force, je pense, c'est la présence de l'architecture qui est puissante. La troisième chose, contrairement à beaucoup de quartiers en rue, c'est un quartier qui n'a pas été touché. Beaucoup de quartiers ont été touchés, donc abîmés. Parce qu'en réalité, il y a plein de projets financés par l'État, mais un peu abîmés. Je parle architecturalement, je ne parle pas de... mais architecturalement abîmés. Et après, la quatrième chance, c'est qu'on a travaillé, il y a eu tout le monde a parlé du juriste citoyen, tout le monde a fait des amabilités aux juristes citoyens. Enfin, je pense qu'à Pessac, on avait à Seiges, la chance d'avoir des habitants, je pense, activistes, quoi. Vraiment. C'est-à-dire qui voulaient s'occuper de leur quartier, qui voulaient s'occuper de leur tour, qui voulaient s'occuper, qui militaient, qui ont milité, qui avaient milité bien avant qu'on arrive, qui ont continué à militer avec nous, et j'espère qu'ils vont continuer à militer après nous. Donc là, vous voyez des images de chez eux, hein. Et vous voyez comment, y compris la structure un peu des logements de Jean Dubuisson sont très permissifs, c'est-à-dire qu'ils permettent beaucoup de choses. Enfin, on a passé beaucoup de temps lors de la phase diagnostique à regarder de quelle façon ils permettent des choses. Donc quand on dit l'héritage, c'est l'habitat social, c'est aussi parce que historiquement, quand on fait l'histoire du logement social, et après je passerai la parole à Chloé, il y a eu énormément d'innovations dans l'habitat, d'abord à travers la question de l'habitat social. Oui, c'est vrai que c'est un vrai accélérateur d'innovation. Et dans le cadre de cette consultation, on a pris le temps de revenir sur l'histoire du logement social. Et ça a mis en évidence un certain nombre de cas où les opérations étaient vraiment à l'avant-garde, que ce soit sur un plan programmatique, technique ou encore sociétal. Par exemple, là, c'est le document que nous avons passé du temps à élaborer dans le cadre de
cette consultation, et il recoupe des exemples comme par exemple le familistère de Guise, qui avait mis en place, dans le cadre de ce premier exemple de logement patronal, des centrales d'achat, ou encore les premiers HBM de la Fondation Rothschild, qui étaient pensés vraiment simultanément avec un socle de programmes communs et mutualisés dans le bâtiment pour ses habitants. Sur un plan technique, par exemple, on a repris le temps de regarder les premiers gratte-ciel sociaux à Villeurbanne dans les années 30, qui étaient pensés simultanément il avait été conçu en parallèle du projet une centrale de chauffage collectif, ce qui était remarquable à ce moment-là. Et c'est vrai que sur un plan sociétal, si on revient sur la question du logement d'après-guerre, sa vraie ambition, c'était de loger le plus grand nombre. On en a très largement parlé aujourd'hui. Et c'est vrai que ça, c'était un point fondamental. Et cette ambition de loger le plus grand nombre, elle a vraiment pris une ampleur conséquente. Et c'est vrai que c'est vraiment cet héritage avec lequel on a dû travailler à Sèges. C'est cet héritage qu'il a fallu réagencer aux enjeux contemporains. Et c'est vrai que si on devait dire aussi une chose importante, notre hypothèse, dans le cadre de la transformation de Sèges, elle a vraiment cherché à prolonger ces valeurs positives d'innovation, qui sont par ailleurs portées par le logement social depuis plus d'un siècle. J'avance, je te redonne la parole. Si tu veux, tu peux continuer, hein, c'était bien. Non, mais je pense qu'il y a aussi la puissance du projet moderne, hein, en quelque sorte, qu'il fallait, d'une certaine manière, prolonger. Ça ne veut pas dire qu'il faut continuer la modernité, mais ça veut dire que, il y avait, beaucoup de gens l'ont dit, hein, même les trois équipes du précédent projet de Caen l'ont dit. Je pense qu'il y avait une sorte de générosité de la modernité. Et aujourd'hui, si on doit comparer ce que l'on produit en tant que logement, c'est moins généreux. Donc, évidemment, mais je ne vais pas rentrer dans le projet, c'est trop compliqué, vous n'allez rien comprendre, et puis moi je l'ai oublié déjà. Mais en tous les cas, ce qui est important, c'est que pendant la phase diagnostique, on s'est rendu compte que la trame structurelle de ce bâtiment permettait énormément de choses. Donc oui, tu l'as dit en introduction, la question qui nous a été posée, c'était cette tour 8, qui est un peu le barycentre, un peu de ce grand quadrilatère, qui sont ces 8 tours, qui est vraiment l'intersection de deux axes importants, l'axe qui vient du tramway et la rue de l'Horloge, qui est quand même l'axe qui donne accès à ce quartier. Donc nous, on a considéré qu'elle pouvait, qu'elle devait même, on pensait, qu'elle devait devenir un peu une tour un peu mixte, une tour hybride, une tour qui dessine une véritable micro-polarité au cœur de ce quartier. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette tour 8 fait face au centre social, lequel centre social est un équipement ultra utilisé par les habitants. Il est un peu banal, très ordinaire, mais en réalité, à l'intérieur, il y a vraiment des usages et des pratiques habitantes très, très intenses. Et donc, nous, on a eu envie juste de profiter de cette situation un peu stratégique, vraiment à la croisée de ces deux axes, pour repenser, évidemment, ça a été dit aussi, un peu un socle pour cette tour, parce que évidemment, tous ces projets modernes, ils ont oublié de dessiner le rez-de-chaussée. Ils ont oublié de dessiner le rapport au sol. Il n'y a pas de rapport au sol, il n'y a pas de rapport à l'espace public. Donc évidemment que le cœur de la question, c'était de quelle manière on redessinait le rapport au sol. Nous, on a pris un peu plus ce rapport au sol, on lui a donné un peu plus d'ampleur, il a pris un peu plus d'étages, un peu plus de volume, il allait chercher une extension à côté, parce qu'on voulait véritablement dessiner nous, ça fait longtemps que je travaille sur les grands ensembles. On a toujours défendu l'hybridité et à chaque fois, on nous l'a refusé. Donc je pense qu'il faudrait qu'un jour, l'un d'entre vous arrive à faire passer cette idée d'une vraie hybridité comme solution au changement dans ces quartiers d'habitat social. C'est-à-dire on n'arrête pas d'en parler, mais on leur dit oui, mais tu dois rester comme tu es. Donc là, on a essayé de dire non, il peut devenir autre chose. Donc le rez-de-chaussée, il y a une épicerie solidaire, il y a un café, il y a des petits bureaux partagés sur plusieurs étages, il y a des bureaux en commun.
Ensuite, il y a même un hôtel social. Ensuite, il y a des étudiants, il y a du logement pour personnes âgées. Et enfin, il y a même encore du logement social. Tout ça, évidemment, est social et plutôt autour de l'économie sociale et solidaire. Et on est venu accrocher à cette tour ce petit bâtiment parce qu'on voulait aussi qu'il y ait des artisans. Donc la seule chose que la structure de la tour ne pouvait pas accepter du fait de sa structure en béton évidemment un peu serré, c'était un artisan, un atelier pour un artisan. Et ben, il ne pouvait pas rentrer dans la tour. Donc comme à côté de la tour, il y avait un très grand parking un peu minéral, un peu gris, un peu chaud, et ben, on est venu poser ce petit bâtiment qui évidemment est relié à tout l'écosystème économique via une passerelle qui se retrouve avec une grande terrasse partagée. Donc voilà, et donc ça dessine une sorte d'écosystème où toutes ces fonctions peuvent cohabiter, peuvent coexister, peuvent redessiner des rapports nouveaux dans ces quartiers qui sont, je le répète, trop stigmatisés. Merci beaucoup, Jamel Klouch, Chloé Valadier. Merci beaucoup. Dieter Lessen et Gianni Villa, l'agence 51N4E, vous avez travaillé, alors quand on lit vos slides avec retenue, des petites interventions très ciblées, j'ai noté que vous vouliez être réaliste et ambitieux avec l'idée d'activer tout un tas de petites centralités pour les habitants. Yes. So when we were selected to propose a project for, this is too fast, for SEJ in Pessac, I think we were particularly happy because of two reasons. One, the reuse of the 21st century heritage is something we've been fascinated and working on even together with some people at the stage in Brussels, and we were very happy to also explore this field in France. As said, it has qualities, and these buildings might sometimes be unloved, but they are certainly up for reuse. And secondly, because this project proposed thinking on two scales at the same time, the architecture and the reuse of a social housing tower, but also the Coulée Verte and its all environment. And this might seem evident, but in not so many architectural competitions it is the case. So it proposed two situations that we as 51M3 like, and where we looked for French partners to collaborate with. So we worked together with Plan Commun, with Lafayette, with Établissement, with Crea Space, Atmos, and Egitura, and I name them all because it's been a true collaboration throughout this competition. I think our proposal finds its beauty, I think, in the simplicity of three interventions that come together. One is the precise renovation of the tower. The second is Volume Capable, which activates the ground floor and creates space for those functions that are more difficult to program in a tower. And the third one, which is very important and came also about in the debate, is the creation of micro-centralities in the public space, creating spaces on a very humane scale. Behind these three main interventions, there is a sort of dual approach that we always take as 51M4E. One is the one of design and dialogue, so to really create the tools and the devices to listen carefully to inhabitants as well as officials. That's the first image you see, where we did a sort of picnic around a carte maquette at SEJ. And the second one, which is a more pragmatic approach of really trying to find the balance, the equilibrium between parameters of comfort, budget, as well as carbon footprint. So these two approaches, a sensitive social one and a more pragmatic technical one, come together in the proposal that Gianni will further explain. Si tu sais passer au slide suivant. Et je pense, pour compléter ce que tu disais, Dieter, il y a vraiment cette idée de double approche qui est entrée dans la réalité de la consultation internationale des quartiers de demain. C'est-à-dire qu'au vu de la masse bâtie à rénover pour les années à venir, donc cette quantité extraordinaire de bâtiments qu'il va falloir traiter, mais aussi des enjeux de réplicabilité, il nous a semblé essentiel de penser a priori la réhabilitation, et pas n'importe quelle réhabilitation, la réhabilitation sobre, réaliste et ancrée comme un impératif, et aussi de privilégier non pas le projet le plus spectaculaire ou le plus exceptionnel ou le plus beau,
mais enfin ce qu'on considérait en tout cas comme le plus juste. Le seul qui, à nos yeux, peut s'envisager à grande échelle et être considéré comme véritablement manifeste et réplicable. Vous allez voir, il y a beaucoup de similarités dans les grandes idées avec le projet de l'AUC, donc c'est très bien. Merci Jamel et Chloé pour avoir expliqué beaucoup de choses. On va pouvoir entrer directement dans le projet. Nous, ce qu'on a essayé pour la Tour 8, c'est donc d'intervenir avec retenue. Je vais lister un petit peu les éléments. On voit une photo de l'existant par rapport au projet. Donc on a libéré le plan des éléments non porteurs. On a ajouté des doubles hauteurs au rez-de-chaussée. On a remplacé les gaines techniques et les circulations à la même position. On a remplacé les menuiseries existantes et après on est venu avoir ce travail un peu plus fin de la façade, venir l'ouvrir et ajouter des jardins d'hiver au sud et au nord et des stores extérieurs à l'est et à l'ouest pour ajouter du confort dans des logements qui avaient beaucoup de qualité, mais peut-être qu'il y avait certaines choses qui fonctionnaient moins. Donc essayer vraiment d'y réfléchir de manière bioclimatique. Et aussi la création d'une multiplicité de typologies de logements, donc garder du logement au maximum dans la tour, avoir des étudiants, des jeunes travailleurs ou des logements classiques. Et enfin, à certains endroits, avoir des interventions stratégiques. Donc l'ajout d'une serre en toiture, qui est celle que vous voyez ici, pour les communs des logements, et un auvent au rez-de-chaussée pour marquer donc, cette nouvelle entrée qu'on vient aussi créer en lien avec le centre social et des locaux d'activité qu'on vient mettre au rez-de-chaussée, au +1 et au +2. Et c'est tout. C'est-à-dire que toutes les interventions qu'on a faites ont été évaluées en fonction de la capacité de charge de l'existant. On a à tout prix évité d'aller à l'encontre du bâtiment et de sa conception structurelle, c'est-à-dire être à l'écoute de ce que le bâtiment existant peut supporter, qui est pour nous la condition préalable la plus importante pour une transformation à la fois réalisable et ambitieuse. Si tu passes au suivant, on a aussi cette ambition d'activer les socles. Nous, ce qu'on a essayé de développer, c'est de se dire, voilà, on va avoir des interventions qui vont être ciblées, qui vont être plus ponctuelles, mais qui vont nous permettre d'envisager, en complément de la tour, des choses que la tour existante ne pouvait pas autoriser. Donc l'ajout d'un volume capable qui s'appuie sur le volume du parking existant, qu'on vient réactiver. Je prends pour exemple cette photo que vous voyez à gauche du carnaval de Sège. Donc imaginez qu'il y a des usages de ce type qui peuvent à nouveau se créer. Donc vraiment un volume horizontal, quasiment de la même échelle de la tour, qui répond au volume vertical justement de cette tour. Et ça permet à moindre coût d'introduire de nouveaux usages en lien direct avec le quartier, d'en accroître la diversité. On parle d'une cantine solidaire, d'ateliers de plein pied, de bureaux en mezzanine, de plateaux libres pour accueillir tous les usages, et tout ça ancré dans les réalités de l'économie locale, donc des acteurs locaux. Je vais essayer de me dépêcher un petit peu. Ça nous a permis vraiment de faire d'une pierre deux coups. Donc on peut ajouter de manière économique des espaces qui introduisent un tout nouveau type d'utilisateurs et d'activités et utiliser en fait la force logistique du quartier, c'est-à-dire la bonne accessibilité, l'infrastructure solide pour accroître la diversité des types d'utilisation et d'ambiance. Et je terminerai là-dessus. On voit l'espace des nouvelles possibilités comme étant entièrement lié au rez-de-chaussée. Donc là, on voit l'image d'un lieu qui s'est verdi au fil des années, où les utilisateurs, les pratiques, le paysage et les opportunités peuvent se rejoindre. C'est vraiment ce rez-de-chaussée. Et donc, puisque le quartier est prêt à devenir poreux et à se renouveler là où l'interaction est la plus forte, on a voulu créer un nouveau centre pour Pessac, qui va être marqué donc par ses tours, ses volumes bas, et articulé autour de 3 centralités habitantes. Donc la centralité de la Tour 8, en face du centre social, la centralité d'entrée ouest et la centralité connectée au campus. Si tu passes à la suivante. Nous, voilà, vraiment l'idée, c'était d'avoir des interventions simples mais fortes, des bâtiments et des espaces publics qui évoluent vers une version renouvelée de Sège, qui est reconnaissable par ses habitants, mais qui offre de nouvelles opportunités. Donc c'est vraiment un quartier dans lequel on peut travailler, entreprendre, dans lequel toutes les générations et tous les modes d'habiter coexistent, et dans lequel l'espace public est ce qui permet de lier en fait toutes les centralités d'un territoire. En une phrase, comme tu disais, Dieter, rénover la tour, activer le socle et habiter le quartier. Voilà, désolé, c'était un petit peu long. Moi, je vous invite à regarder les planches, la maquette. Le projet est aussi disponible sur le site internet. On peut bien sûr remercier tout le monde, mais je voulais avoir un petit mot vraiment pour le jury citoyen qui nous a permis de développer un projet vraiment manifeste, à mes yeux en tout cas. Merci beaucoup, Gianni Villa, Dieter Lessen, 51 N4E. Dominique Perrault et Sébastien Martinez-Barra, agence Dominique Perrault et MBL. Dominique Perrault, la dernière fois que je suis venue vous voir, vous m'avez parlé de 2 choses. Vous m'avez parlé de la verticalité de cette architecture et son rapport au sol.
Et vous m'avez aussi parlé de mètres cubes plutôt que de mètres carrés. Je ne sais pas si c'est de ça dont vous allez me parler aujourd'hui. Mais... Je ne sais pas, moi je voudrais parler un peu de Jean Dubuisson. Parce que c'est une architecture qui est une architecture qui n'est pas neutre, non, c'est une architecture signée. Elle s'inscrit dans une œuvre qui est une œuvre importante et qui a vécu des moments divers et variés, entre autres avec l'épisode de la Caravelle, qui est quand même une réflexion d'une époque, avec effectivement des débats qui, je dirais même, qui ne peuvent pas être clos encore aujourd'hui. Également, ce qui se passe sur le bâtiment du commandant Mouchotte aussi, où il y a des tiraillements entre les différentes copropriétés dans le travail de la réhabilitation du bâtiment. Donc, Jean Dubuisson, c'est un personnage qui est extrêmement intéressant de par le travail qu'il développe sur la géométrie et, d'une certaine façon, une forme de graphisme. Et on s'est interrogé avec MBL, avec Sébastien, sur le fait qu'on trouvait que ce truc n'était pas fini, quoi. Voilà. Il y avait quelque chose qui n'était pas achevé dans le plan, au sens de l'ensemble de ce petit grand ensemble, parce que ce n'est pas un grand ensemble, c'est un petit grand ensemble. Et également sur le mode constructif, car ce ne sont pas des bâtiments qui sont construits avec des systèmes préfabriqués. Donc il y a des éléments qui sont absolument constitutifs de leur ossature, mais il y a beaucoup de choses qui sont du remplissage nécessaire pour effectivement développer des logements et répondre donc à un programme d'habitat. Et donc ça, ce sont des sujets qui nous ont beaucoup intéressés, et en cherchant, on s'est aperçu, sous forme de croquis assez peu nombreux et assez discrets, que Dubuisson, voilà, entre autres ce croquis, c'est pas grand-chose, mais c'est beaucoup. C'est-à-dire que dans l'esprit de Dubuisson, il y avait vraiment une notion de socle qu'il n'a pas pu mettre en œuvre, qui n'a pas été mis en œuvre. On voit, c'est un grand classique, avec effectivement une espèce de podium, il y a des espaces intérieurs, etc. Mais on sent qu'il y avait une velléité, tout au moins, que ces tours ne soient pas plantées de façon, si je puis dire, extrêmement sèche sur une trame parfaitement dessinée comme il le faisait dans sa géométrie. Et ça, c'est un élément qui nous a beaucoup intéressés et qui répondait quand même vraiment à une forme d'indignation lorsqu'on va sur le site. Ces tours sont murées quand même en partie basse. Enfin, il faut le voir pour le croire. Moi, je trouve ça insensé. Ces tours sont murées. Donc, il y a là vraiment un comportement, dans tous les sens du terme, d'usage social, enfin de tout ce que vous voulez, qui fait qu'il y a une forme d'exclusion entre la verticalité et l'horizontalité, entre le paysage et l'architecture, entre le programme et le développement du quartier, etc. Enfin, vous pouvez trouver toutes les oppositions possibles simplement par ce geste qui est quand même un geste d'une violence extrême. Et donc, notre travail a été, avec Inside Outside, donc nos paysagistes chéris, notre travail a été une reconquête de l'horizontalité, pas de l'horizontalité plate, comme elle est livrée sur le site, mais une horizontalité plus topographique. Bon, ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que cette horizontalité, elle n'est pas simplement dédiée à des questions de paysage ou une espèce de réponse un peu romantique, disons, liée à la nature. Cette horizontalité, elle est liée à la libération de ces pieds de tour, à la possibilité de traverser ces bâtiments, et que, surtout, à partir de ces traversées, de ces espaces repris sur ces lieux condamnés, puisse se développer une architecture dans les proportions de Dubuisson, qui sont parfaitement précises, sur le rez-de-chaussée et sur le premier étage, avec des systèmes plutôt d'autoconstruction. C'est-à-dire que ce que nous avons proposé, c'est une forme de boîte à outils
Jamel en parlait tout à l'heure, il y a de l'autre côté de la rue le centre social associatif, très actif, et dans la cour du centre social associatif, il y a une forme de kiosque ou de folie construite par les habitants. Donc la présence des habitants, du jury citoyen, de tout cet habité, au sens de la dimension presque affective qui est portée sur ce quartier et dans ce quartier, c'est quelque chose qu'on a considéré qui était une vraie capacité à mettre en œuvre ces dispositifs qui vont permettre effectivement d'accueillir l'hybridation, la diversité, blablabla, et blablabla, j'en passe, c'est les meilleurs. Mais il faut, pour que cela puisse, si je puis dire, s'accrocher, il faut faire architecture. Donc, dans le travail qui a été fait, et c'est vrai pour l'ensemble des 30 projets, c'est quand même des œuvres de création d'architecture que l'on voit apparaître. Et je pense qu'il ne faut pas être modeste là-dessus. Je pense qu'il faut être très déclaratif. Il y a un vrai travail d'architecture avec des écritures multiples, avec des grains architecturaux très différents, mais qui font œuvre et qui font évidemment identité possible, ou tout au moins mise à disposition de quelque chose que l'on peut aimer, que l'on peut s'approprier et avec lequel on aimerait vivre, c'est ce qu'on espère. Donc ça, c'est la partie de l'horizontalité. Et maintenant, Sébastien va, parce que Benjamin et Sébastien sont presque une seule et même personne, donc Sébastien va nous parler plutôt ensuite du développement vertical donc de ce projet. En une minute. Pour faire simple, faire connaissance, ça a été le premier acte de projet, c'est prendre le temps de comprendre ce qu'était cette architecture de Dubuisson. Dominique a parlé de faux semblants dans la structure, et je pense que la connaissance structurelle, c'est ce qui pour nous a été le premier acte de projet, c'est d'aller dans les archives de Dubuisson, mais pas uniquement les archives de Dubuisson, les archives des entreprises qui ont construit Dubuisson, pour comprendre que cette tour, qui avait une trame implacable, était en fait pleine de faux murs porteurs. Et une fois qu'on a dit ça, on se retrouve face à une architecture qui est beaucoup plus capable d'évoluer que ce que le plan dessiné en noir et blanc laisse supposer. Quand on regarde les matériaux qui composent les murs, on est à même finalement de libérer le plan et de faire finalement une tour qui est capable de supporter une foule de programmes. Et ça a été le premier acte de projet, c'est-à-dire de dire finalement tous les murs ne sont pas équivalents, on peut aérer cette tour. Et cette aération de la tour passe par la création de ce qu'on appelait une rue verticale, c'est-à-dire un ensemble de terrasses liées par des escaliers, des dispositifs verticaux, qui est une sorte de grand environnement qui traverse la tour et qui va permettre de faire des logements qui sont tous traversants, tous ventilés naturellement, et qui va aussi donner quelque chose qui manque terriblement dans l'architecture du Dubuisson, c'est-à-dire des communs. Des communs de différentes tailles, de différents usages, avec des différentes vues, etc. Donc créer de la multitude dans une architecture qui, au premier abord, apparaît générique. Ça, c'est le premier acte de projet. Le second, c'est rendre accessible le toit en supprimant tout simplement le toit, en baissant le ciel et en faisant un jardin clos, et en programmant après l'hybridité avec des bureaux et différents types de logements au sein de cette structure qui est complètement libérée. Et enfin, il y a cette idée aussi de préserver ce qui est fondamental dans l'architecture de Dubuisson, qui sont ces grandes lignes verticales, et s'inscrire en retrait. Donc c'est vraiment la façade s'inscrit en retrait, on crée finalement un balcon filant tout autour, et c'est vraiment ce travail d'une architecture, d'une transformation, d'une sorte de métabolisme intérieur, qui va créer finalement un environnement beaucoup plus riche, qui a présidé à la conception du projet sur sa partie verticale, et sur la partie horizontale, comme l'a dit Dominique, c'est un bâtiment système léger qui s'adapte à une certaine forme d'incertitude. C'est-à-dire qu'on ne décrète plus les programmes, on ne décrète plus les alliances économiques qui vont marcher pour un quartier. Il faut les tester, il faut savoir être agile, et il faut que l'architecture puisse aussi faire preuve de cette agilité. Donc pas construire des bâtiments qui vont devenir vides, mais construire des bâtiments justement quand on en a besoin. Et c'est vraiment cette idée d'une architecture, qui est une architecture qui est une forme de système et une forme d'agilité. Bon, je passe rapidement Moi, en conclusion, je dirais que c'est effectivement une architecture qui respire. C'est-à-dire, vous évoquiez la question des mètres cubes. Oui, c'est vrai que
que la question des mètres cubes est un sujet qui apparaît de plus en plus intéressant à travailler et à vivre surtout. Et donc ce que l'on cherche, je dirais en permanence, c'est offrir de plus en plus de vide, de plus en plus de mètres cubes, car 36 mètres carrés avec 4 mètres sous plafond, c'est mieux que 56 mètres carrés avec 2 mètres 40 sous plafond. Voilà. Donc il y a des proportions qui nous permettent de respirer. Il y en a d'autres qui sont plus difficiles à vivre. Et donc ce travail sur Dubuisson, c'était la volonté à cette étude de faire la démonstration que cette architecture qui est très dessinée, qui est vraiment une architecture d'une géométrie, comme le disait Sébastien, assez implacable, que cette architecture n'est pas en fait aussi autoritaire qu'on veut bien le croire et surtout qu'on veut bien le faire savoir. Ce n'est pas une architecture d'autorité. Merci beaucoup Dominique Perrault, Sébastien Martinez-Barra. Merci beaucoup. Merci à tous les 6. Restez là pour la photo avec les élus et le préfet. Mesdames et messieurs les élus, les maîtrises d'ouvrage,